Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du foie avec les gamma-GT. Parfois, les gamma-GT grimpent et crèvent le plafond. Et quand c'est le cas, on va vous dire en première intention, c'est parce que vous buvez de l'alcool. Mais le plus souvent, maintenant, ce n'est plus ça qui prédomine. Il y a d'autres causes qui sont bien plus fréquentes que l'alcool et que l'on garde malheureusement trop confidentielles. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager ces causes majeures hors consommation d'alcool et je vais vous présenter quelques pistes comme solutions. Alors je tiens à vous remercier pour le fait de suivre cette chaîne, pour mettre vos commentaires et partager aussi des vidéos lorsque vous les trouvez intéressantes. Continuez à le faire si elles peuvent aider d'autres personnes, c'est génial. Et puis également, merci de mettre en commentaire, encore une fois, des idées. Je sais que vous le faites régulièrement, mais continuez à le faire. Ça me donne, moi, des idées de prochains contenus, de sujets que je peux aborder parce que je ne les ai pas encore traités ou tout simplement pour rafraîchir des contenus anciens. Autre actu, autre information, mes formations justement. Donc on est dans la dernière ligne droite, quelques semaines avant le début de mon prochain cycle de formation. Il est encore temps de s'inscrire. Si vous êtes intéressé pour devenir naturopathe hygiéniste en 2 ans, accompagnateur de jeûne en 1 an ou conseiller en nutrition en 1 an, si ce que je vous propose ici comme contenu et ma vision de la santé d'une manière globale vous intéresse, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail ci-dessous. Vous retrouverez aussi les informations dans la description de la vidéo et nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Et si vous êtes intéressé pour vous inscrire, mais ce sera avec un grand plaisir qu'on se retrouvera dans quelques semaines pour la rentrée. Les gamma-GT. Donc ce sont des enzymes du foie qui vont métaboliser des substances toxiques, comme l'alcool. Le problème, c'est que quand ça grimpe, on vous dit très souvent c'est l'alcool. Et quand vous vous retrouvez devant une personne qui va vous dire ça, et vous avez comme réponse, mais moi je ne consomme pas d'alcool ou j'en consomme très peu, si la personne en face de vous ne vous croit pas, déjà, la confiance est rompue. Et c'est problématique parce qu'il y a bien d'autres causes de cette élévation des gamma-GT. Alors la cause peut-être la plus importante à l'heure actuelle, c'est la perturbation du métabolisme des glucides. Il y a les maladies métaboliques, telles que le diabète, l'obésité, où le corps n'arrive plus à gérer correctement les glucides. Les glucides ne sont plus exploités correctement par les cellules et donc il y a une accumulation qui va se faire au niveau du foie pour transformer ces glucides en graisse. Et cette transformation peut favoriser le développement d'un foie gras et on va avoir une plus grande prédisposition à avoir une élévation des gamma-GT. Donc cette situation aujourd'hui est très fréquente parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des diabètes, il y a encore plus de personnes en état de surpoids et d'obésité. L'obésité, c'est à peu près 15% de la population et le surpoids hors obésité, c'est à peu près 30%. Donc on voit que c'est une part importante de la population et là je parle ici en France, mais il y a des pays où c'est bien pire. Donc forcément, on a ce profil déjà qui est prédisposé. Les troubles du métabolisme des glucides ne concernent pas que les maladies métaboliques. Il y a des personnes qui n'ont pas de problème de surpoids, qui sont minces ou avec un poids tout à fait normal, qui n'ont pas de profil diabétique et qui ont déjà des problèmes au niveau du métabolisme des glucides. Tout simplement parce qu'elles en consomment trop de glucides en général. On vous dit parfois que les gamma-GT sont liés à la consommation de sucre. Et c'est vrai que le sucre peut poser problème. Mais quand vous consommez des glucides à longueur de journée, que vous consommez des produits transformés avec des glucides raffinés dedans, des produits qui font monter la glycémie très vite, très fort, et ça régulièrement dans la journée, ça va poser problème. Et ça peut même être des jus de fruits, des sodas. Les sodas aujourd'hui, un certain nombre contiennent des sirops enrichis en fructose. Donc ça, c'est une chose problématique, c'est que cette répétition de quantité, cette consommation excessive et cette transformation, l'effort qui est demandé au foie pour faire une transformation importante tout au long de la journée, va aboutir à ce développement d'un foie gras et à ce développement de l'élévation des gamma-GT. Et ça, bien sûr, c'est encore plus favorable si vous êtes sédentaire. Si vous faites de l'activité physique, une partie du sucre va vers les muscles. Si vous êtes sédentaire, le foie a beaucoup plus de travail parce que les muscles ne vont plus attirer tout ce sucre. Et donc forcément, le poids qui repose sur le foie est bien plus important.
Troisième cause importante, on va rentrer dans un autre profil, c'est le profil de l'intestin. La fermentation. Notre intestin regroupe un microbiote. Ce microbiote, il évolue en fonction de ce que nous mangeons, par exemple. Et cette évolution peut nous amener à faire des fermentations. Les fermentations, elles sont normales. Mais lorsqu'elles deviennent trop importantes, on va avoir un intestin qui fermente. On a une vraie usine à fermentation dans le ventre. Quand ça fermente, on va avoir une production d'alcool, de dérivés d'alcool. Et ces substances qui peuvent passer la barrière intestinale vont devoir être gérées par le foie. Ce qui fait que sans consommer d'alcool, vous pouvez avoir une exposition à de l'alcool, à des fermentations, tout au long de la journée. Si ces profils sont déjà documentés scientifiquement, on considère encore qu'ils sont très rares. Et je pense qu'ils sont très largement sous-estimés parce que les personnes qui ont des problèmes digestifs, il y en a beaucoup. Je ne parle pas d'avoir un peu des ballonnements une fois de temps en temps. Je parle des personnes qui ont vraiment des problèmes digestifs à longueur de temps, le ventre qui gonfle régulièrement, des gènes de l'inflammation sur l'intestin avec beaucoup de substances qui passent la barrière intestinale. Et bien, toutes ces substances indésirables qui peuvent passer la barrière intestinale vont peser sur le foie, vont solliciter excessivement le foie. Et la mauvaise digestion est un des facteurs problématiques. Quand on digère mal parce qu'on mange trop, qu'on ne mastique pas suffisamment, qu'on mange dans la précipitation, dans le stress, qu'on mange des repas qui sont trop lourds tout simplement à digérer, nous allons avoir des résidus alimentaires mal digérés qui vont être présents dans l'intestin, qui ne pourront pas être absorbés correctement. Et à ce moment-là, des bactéries vont se développer dessus. Si on améliore la digestion, on va améliorer le profil. Mais tant que cette situation entretient des fermentations, on va alimenter le problème. Ces fermentations peuvent même apparaître en mangeant et en digérant correctement. Quand le microbiote intestinal se déséquilibre trop, des bactéries qui sont des bactéries normales de fermentation, des bactéries normales de notre microbiote, se développent excessivement dans l'intestin grêle. Et à ce moment-là, les fermentations vont commencer beaucoup plus tôt et avec un rythme beaucoup plus important. Au lieu d'être cantonnées au gros intestin, elles vont se développer dans l'intestin grêle et elles peuvent même remonter jusqu'au tout début de l'intestin grêle et même gagner l'estomac si l'estomac ne remplit plus son rôle en produisant assez d'acidité. C'est la situation que l'on peut rencontrer par exemple avec le SIBO, une prolifération bactérienne excessive dans l'intestin grêle. Ça va générer des fermentations. Donc ces fermentations, c'est parce qu'on consomme des aliments qui sont fermenticibles. Alors ces aliments, en temps normal, ne devraient pas générer des fermentations excessives. C'est parce qu'il y a une présence bactérienne inadaptée, inappropriée, parce qu'il y a un déséquilibre du microbiote. Mais le problème, c'est que si on alimente, même en mangeant sainement, si on alimente toujours ces fermentations, on va continuer à être dans un cercle vicieux. Donc souvent, il va falloir avoir recours à une approche d'éviction. Je vais vous parler tout à l'heure des FODMAP, qui sont ces fameux aliments fermenticibles, donc ces nutriments fermenticibles que l'on va essayer d'éviter. Un dernier point important, en termes de gamma-GT, ce sont les médicaments. Il y a des traitements médicamenteux qui favorisent l'élévation des gamma-GT. On peut avoir les antibiotiques, certains antibiotiques. Alors normalement, les traitements antibiotiques sont sur du court terme, ne devraient pas poser problème, mais lorsqu'on commence à avoir des traitements à répétition ou des traitements au long cours, ça peut poser des soucis. Et puis après, on a des traitements qui sont plus faciles à prendre sur des longues périodes, parfois des anti-inflammatoires. La classe des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène, qui est un médicament disponible en vente libre, peut avoir cet effet-là par exemple. On peut avoir également des médicaments comme les antiépileptiques. Alors c'est une part de la population qui est assez restreinte, mais ce sont des traitements chroniques. On peut encore avoir certains antidépresseurs, on peut également avoir des médicaments de type somnifère. Donc là encore, les somnifères, normalement c'est une durée assez courte d'utilisation, mais aujourd'hui très souvent on a des renouvellements de prescription qui fait qu'on va les prendre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc à la longue, cette surcharge finit par peser et peut avoir des répercussions sur le foie. Et puis il y a un élément en termes de médicaments qui est très problématique, dont on parle encore trop peu, c'est la pilule contraceptive. La pilule contraceptive apporte des hormones, des oestrogènes, et ces hormones sont gérées par le foie. Donc s'il y a une surcharge pour le foie, ça peut se répercuter sur cette élévation de gamma-GT. Donc vous voyez avec tout ça que les causes hors consommation d'alcool, des causes qui peuvent être importantes, il y en a. Et aujourd'hui, elles sont souvent aussi importantes, voire plus importantes que la consommation d'alcool.
Nous entrons maintenant dans la partie des solutions. Qu'est-ce que nous allons pouvoir mettre en place? Il y a plusieurs choses, mais pour mettre en place les choses de manière cohérente, il faut s'observer. Est-ce que la problématique vient plus de l'alcool, vient plus des médicaments, vient plus des problèmes métaboliques, digestifs? Il va falloir regarder la situation, parce que si vous agissez sur la digestion, mais que votre problème est lié à l'alcool ou aux médicaments, vous allez avoir un levier qui sera trop faible avec une action positive très légère. Donc bien évidemment, si c'est l'alcool, on va réduire et si possible supprimer pendant plusieurs semaines. Si c'est un problème de médicaments, il va falloir voir si c'est possible de supprimer ou de réduire ou encore de remplacer le traitement. Et dans cette partie sur les solutions, je vais vous parler surtout de l'alimentation et de l'autre côté de la détox. Alors l'alimentation, il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, l'alimentation du quotidien avec le fait de dire on a un problème lié aux glucides. Donc comme on a un problème lié aux glucides, il va falloir soulager ce métabolisme-là. Première chose, on peut manger moins de glucides. On peut s'éloigner des glucides raffinés, des produits ultra transformés. Aller vers des aliments à index glycémique faible ou modéré. Ça, c'est une première étape intéressante. Elle permet de mieux réguler le profil de la glycémie et elle peut même aider à perdre un peu de poids. Ce qui peut être intéressant dans les maladies métaboliques. Ensuite, nous avons le problème de l'utilisation des glucides. Il y a un trop plein de glucides. Donc comme il y a un trop plein de glucides, il y a trop de glucides qui arrivent régulièrement par rapport à la capacité d'exploitation du corps, il va falloir réduire les glucides. Réduire, c'est bien. Mais si ça arrive encore trop fréquemment, ça peut maintenir cet état de surcharge. Alors ce qu'il est possible de faire, c'est de faire des périodes suffisamment longues sans glucides. Soit on espace le temps entre les repas, soit on peut faire des repas sans glucides. Et le fait de faire des repas sans glucides fait que le corps va avoir plus de temps pour exploiter ses réserves glucidiques et il y aura donc moins d'accumulation, moins de surcharge qui va peser sur le foie. Pour compléter bien sûr ce métabolisme glucidique, il y a un facteur extra-alimentaire très important, c'est l'activité physique. En faisant de l'activité physique, on va appeler du sucre vers les muscles, on va appeler des glucides vers les muscles. Et à ce moment-là, le foie aura beaucoup moins de sollicitations à gérer. Agir sur le système digestif pour mieux digérer est un aspect particulièrement important, tout simplement parce que la digestion va avoir un impact sur l'état métabolique du corps, va avoir un impact sur l'état du microbiote, qui lui joue aussi sur le métabolisme, mais qui va aussi jouer donc sur les fermentations. Donc en digérant mieux, vous allez réduire les surcharges pour le corps d'une manière générale. Alors pour mieux digérer, on peut déjà aller vers plus de mastication. Les personnes qui mastiquent bien, qui prennent le temps de bien mastiquer, voient souvent un soulagement important. On peut également aller vers le fait de manger son repas dans le calme, dans un environnement serein. Et je vous parle aussi très souvent des combinaisons alimentaires. Alors les combinaisons alimentaires, je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici puisque je vous fais une vidéo spécifique là-dessus la semaine prochaine. Mais les combinaisons alimentaires, en gros, le principe il est simple, c'est l'organisation des repas pour que les aliments qui sont mangés sur un même repas puissent avoir une même dynamique digestive. Ça veut dire que tous les aliments ne se digèrent pas de la même manière, à la même vitesse, dans les mêmes conditions. Si vous mettez des choses qui s'opposent, qui se contrarient, vous allez demander beaucoup plus d'efforts à votre corps et favoriser les problèmes sur la digestion et sur le métabolisme. Donc concrètement, pour faire simple, ayez une alimentation plus simple, avec moins de mélange alimentaire et faites attention aux aliments qui sont concentrés en protéines, concentrés en glucides par exemple, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de risques de mauvaise digestion. Pour vous donner un exemple, avec un exemple assez connu, c'est le sucré en fin de repas. Le sucré en fin de repas, c'est quelque chose qu'il est préférable d'éviter. Le sucré, particulièrement les fruits, il est préférable de les sortir du repas, de les consommer seuls, ou en tout cas sur un repas vraiment à digestion rapide. Donc les fruits peuvent être consommés seuls sur un repas de fruits. Ça peut être une collation dans la matinée ou l'après-midi, ou encore ça peut être un fruit ou deux pris en guise d'apéritif, 1 heure, 3/4 d'heure avant un repas. De cette manière-là, on va soulager le travail pour le corps pour gérer ces fruits avec beaucoup moins de risque de fermentation du fructose. Ensuite, comme on parle de fermentation, au-delà des combinaisons alimentaires, il y a la problématique du microbiote. Alors quand le microbiote est un peu perturbé, on peut prendre des probiotiques, on peut prendre des prébiotiques. Je vous encourage à retrouver ma vidéo sur la manière de bien nourrir son microbiote intestinal.
On peut agir comme ça. Par contre, quand le microbiote commence à trop se déséquilibrer, c'est plus délicat. Parce que prendre des probiotiques, prendre des prébiotiques, ça peut amplifier les désagréments. Donc à ce moment-là, il va falloir agir autrement. Et avec la problématique du SIBO, c'est-à-dire les difficultés vis-à-vis des FODMAP, qui sont des éléments fermenticibles que l'on va retrouver dans un certain nombre d'aliments, il va falloir passer par l'éviction le plus souvent. C'est on va retirer de l'alimentation un certain nombre d'aliments, de la catégorie des FODMAP ou qui contiennent des FODMAP plutôt. On va enlever les aliments riches en FODMAP et consommer plutôt les aliments faibles en FODMAP. Mais ce n'est pas une règle absolue parce que c'est une question de quantité. Donc en fonction de ce que vous consommez, vous pourrez consommer une quantité plus faible ou plus importante de certains aliments. Donc ça, c'est une nécessité pour soulager le corps, donc on peut déjà faire ça sur quelques semaines. Et puis si c'est plutôt positif, là on va pouvoir essayer de prolonger un peu cet avantage obtenu pour que le microbiote se rééquilibre doucement tout seul, qu'on améliore la tolérance et qu'on puisse à nouveau diversifier l'alimentation. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut faire déjà sur le plan alimentaire du quotidien en fonction de votre profil. Et puis après, on peut faire une autre chose, c'est la détox. La détox est très importante parce qu'elle va agir sur tout un tas de plans par rapport au métabolisme, mais elle va agir par rapport aux surcharges du foie liées à l'alcool, elle va agir par rapport aux surcharges du foie liées aux médicaments et aux surcharges du foie d'une manière globale. Donc la détox est toujours intéressant. Alors on peut faire des détox légères ou plus poussées. Une première chose qui peut être intéressante déjà ici, c'est d'alléger l'alimentation. On va manger moins. On peut retirer un repas par exemple. Et la deuxième chose, comme on est sur un problème lié aux glucides, on peut enlever les glucides de l'alimentation ou fortement les réduire. Et ça, vous pouvez faire ça pendant une semaine ou deux avec une alimentation qui va contenir des légumes, des protéines, sans en abuser non plus, des graisses, et puis soit on reste là-dessus pour éviter tout glucide, soit on peut ajouter un peu de glucides avec des fruits, une fois dans la journée en petite quantité, ou alors un petit peu de féculents, un petit peu d'aliments farineux, mais pareil en quantité modérée. Si on veut être sur des choses peu glycémiantes, on peut aller par exemple vers la patate douce. Ça pendant 1 à 2 semaines, ça peut déjà bien soulager votre corps. Et comme vous pouvez le constater, on peut agir donc sur pas mal de paramètres. Et ce qui est intéressant en agissant sur ces paramètres, c'est qu'en soulageant le corps sur les axes qui le contraignent le plus au niveau hépatique, entre autres, on va permettre d'avoir une amélioration de l'état hépatique en quelques semaines ou quelques mois. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que juste par nos comportements du quotidien, on peut vraiment changer la donne pour soulager considérablement notre foie. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous aider en tout cas à mieux gérer vos problématiques liées au gamma-GT. Je vous souhaite une très belle journée, un beau dimanche et on se retrouve la semaine prochaine.